Les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil qui arrive des championnats canadiens avec une médaille d'or aux 500 mètres. Une note sur 10 sur ta performance, Laurent? Je dirais un 7 sur 10, relativement content. Relativement content. Ah, OK. Deuxième au 1000 mètres. Derrière House, c'est pas mauvais, ça. C'était bon. Non, c'est pas mauvais, c'était quand même bonne course. J'ai traité la compétition comme une première course d'entraînement parce que j'étais préqualifié, moi, en vertu de mes cinquièmes places, Ouais, OK. de mes top 5, pardon, au championnat du monde, ma deuxième et quatrième place au championnat du monde. Donc, je m'étais un petit peu moins préparé spécifiquement pour ces courses-là. Donc, il y a quelques petites erreurs techniques et tactiques ici et là. Mais c'est quand même des temps qui m'auraient mis au 500 mètres, possiblement sur le podium là, avec mon 34-7. Puis au 1000 mètres, peut-être plus entre 10 et 15. Donc, c'était pas des désastres, mais il y a des petites choses à corriger avant les Coupes du Monde, mais c'est bien correct comme ça. Puis c'est bon d'avoir un objectif comme ça, là, de tomber dans le 7 sur 10, ça veut dire qu'il y a de la place à amélioration, bien sûr. Ben oui, exact. Si je pourrais faire 34-72, j'aime bien mieux sortir de cette course-là en me disant je suis capable de m'améliorer parce que j'ai fait une erreur ou deux que de me dire hey, c'était la course parfaite puis je peux pas imaginer un monde dans lequel je fais 34-6 ou 34-5, tu sais. Parce que souvent, pour gagner des médailles, 34-7, ça se peut que ce soit assez bon, mais des fois, ça prend un 34-6 ou 34-5, justement. Donc, de savoir que j'ai fait quelques petites erreurs ici et là, que je n'étais peut-être pas totalement mon meilleur, mais que j'ai quand même livré une performance potentiellement sur un podium international, c'est bon signe quand même. C'est pour ça que je dis 7 sur 10. Il y a place à amélioration, mais les temps n'étaient pas mauvais d'aucune façon. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Et ça, c'est les championnats canadiens longue piste. C'est toujours en début de saison. Ça sert de qualification pour les Coupes du monde à venir. Il y en a une au Japon, d'ailleurs, la Coupe des 4 continents, si je me rappelle bien, milieu novembre. C'est tôt pour sélectionner son équipe. Là. Comme ça, une première course, c'est là que ça se décide. Oui, mais en même temps, les patineurs sont prêts. T'sais, on a accès à des installations pour patiner à l'intérieur depuis des mois, autant à Québec que Calgary. C'est vrai. Si on regarde certains sports, ils préqualifient en l'entièreté de leur équipe en fonction de l'année d'avant, là, qui reconduisent la même équipe. Donc, nous, c'est quelques semaines à l'avance, oui, mais c'est aussi pour des questions de budget. Là, ça donne le temps d'acheter les billets après ça. Plus tu fais dernière minute, plus tu es pogné avec les prix que les 2-3 compagnies aériennes nous offrent. Là. Fait qu'on est capable de peut-être magasiner un peu plus large quand on fait nos sélections un peu d'avance, mais les gens qui sont bons en octobre, ça va être les mêmes qui vont être bons en novembre. Là. Rendu là, ça change plus tant que ça à ce moment-là de la saison. Je comprends très bien. Alors, l'équipe canadienne est sélectionnée pour les premières Coupes du monde, la Coupe des 4 continents au Japon, on en a parlé il y a un instant, mais qu'est-ce qui arrive aux autres? Il se passe quoi? Il y a un circuit parallèle, un circuit NORAM? Non, il y a ça dans certains sports de ski ou de Entre snow, autres. mais nous, il y a pas, c'est pas quelque chose qui existe. C'est les Coupes du monde ou le circuit national. Le circuit national, c'est les sélections à l'automne, les sélections à l'hiver. Fait que si t'es pas sur les Coupes du monde, il n'y a rien avant, il y a rien qui compte avant janvier, début janvier pour essayer de te classer à l'hiver. Puis même s'il y avait un circuit Nord-Am, bien franchement, on n'aurait pas le budget là, comme fédération pour envoyer les athlètes. On a déjà de la misère à envoyer une équipe complète. En fait, on n'envoie pas une équipe complète en Coupe du Monde. Championnat du monde sprint et toute distance l'an passé où j'avais gagné une médaille de bronze. Une médaille de bronze au championnat du monde. Il a fallu que je paye mon voyage en Allemagne, que je me trouve une place où rester. Il faut être créatif des fois, donc c'est sûr qu'on n'aurait pas l'argent, là, malheureusement, pour des Mais coupes. là, OK, là, je comprends bien ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'envoie pas une équipe complète en Coupe du monde, donc on pourrait avoir plus de patineurs par distance, on le fait pas. Et les autres doivent rester à la maison jusqu'à la prochaine sélection des Coupes du monde qui aura lieu en janvier, c'est ça? Exact, parce que, je veux dire, on peut imaginer que ça coûte cher, là, voyager sur la planète comme ça. Ben oui, Puis, mais ouais. non, non, je suis pas, c'est pas un monde idéal, là, on s'entend, là, je suis d'accord avec toi. Mais oui, là, on a le droit à 5 ou 4 patineurs, dépendant des distances, sur la ligne en Coupe du Monde. C'est que, mettons, au 1000 mètres des gars, on a le droit à 5 patineurs parce que c'est une distance dans laquelle on était bon l'an passé. Puis toutes les Ouais. autres distances des gars, on a le droit à 4. Chez les On a filles, combien, par c'est 4 ou exemple, là? 5. Ben, je vais Au donner un 1000, là? exemple. Ouais. Aux 500 mètres, on a droit à 4 sur la ligne. Le quatrième aux sélections, c'était Christopher Fiola, avec qui je Ouais. m'entraîne. Ben oui. Puis, selon toute vraisemblance, il ne se fera pas payer son voyage. Fait que ça va être soit tu payes pour aller en Asie, puis en Chine toi-même, au Japon, puis en Chine toi-même, soit tu restes à la maison. Mais il est quatrième, puis on a 4 places. Mais on n'a pas l'argent pour l'envoyer. Pareil chez les filles, idem chez les filles. Quatrième aux 500 mètres, c'était Rose de la Liberté-Roi, avec qui je m'entraîne aussi. C'est 2 partenaires d'entraînement, sont exactement dans la même position. Puis quatrième, probablement à l'extérieur de l'équipe qu'on va envoyer. Fait qu'ils peuvent suivre, mais ça leur coûte, il faut qu'ils payent 100% de leur voyage. On a un problème de financement sérieux, là.
Problème sérieux, puis ça fait des années, c'est dommage, mais je veux dire, c'est la réalité maintenant, malheureusement pour nous. Puis, je veux dire, quand moi j'étais arrivé sur l'équipe, c'était pas comme ça. On envoyait tout le monde, mais on s'endettait de quasiment 1 million par année ou un demi-million par année comme fédération. Fait que c'était pas nécessairement c'est pas durable à long terme. S'endetter, c'est une façon de voir les choses, Laurent. Là, tu défends bien ta fédération, mais non, mais c'est de l'expérience en banque aussi. Je suis pas content. C'est sûr que si tu investis dans ta relève, quand tu envoies du monde sur la ligne, puis tu nuis un petit peu au développement quand tu le fais pas. Mais c'est des choix difficiles à faire. Je veux dire, il y a du pour et du contre, je comprends, mais dans un monde idéal, c'est sûr qu'on aurait de l'argent pour une équipe complète parce que, on va se le dire, on parle pas d'envoyer quelqu'un qui se fait planter en 57e place. Là, on parle d'envoyer le 4e meilleur patineur au Canada sur une distance. Là. On parle, Chris il y a 2 ans, parce que l'an passé, il a été à l'écart à cause du tendinite au genou. Il y avait une tendinopathie au genou, il n'a pas patiné de l'année, mais il y a 2 ans, il a fait les top 10 en Coupe du Monde, il a fini 12e au championnat du monde. C'est pas un patineur, c'est pas un 2 de pique, c'est un très bon patineur. Là. Fait qu'on garde un potentiel top 10 mondial à la maison parce qu'on n'a pas l'argent pour l'envoyer. Il pourrait y aller, mais à ses frais, puis on s'entend que assez frais, ben là, Japon, c'est une etc. décision personnelle, mais on parle de quasiment 10 000 pour 2 semaines et demie. C'est un pensée bien, là, on n'est pas, on fait pas des millions non plus. Là. Nous autres aussi, le budget il est divisé. Fédération, le budget peut-être tough, mais nous autres aussi, il est tough, peut-être plus encore. Hey, on parle pas d'un sport où on commence ou un sport où on est millième au monde, là, j'exagère un peu, mais... Non, mais on parle d'un sport on parle du sport le plus titré en termes de médailles olympiques de l'histoire du Canada, là, le patinage de vitesse. Là. Exactement. C'est le sport dans lequel le pays a gagné le plus de médailles olympiques depuis le début des Jeux olympiques. Au dernier jeu, on a gagné 5 médailles en longue piste, puis je pense 4 en courte piste. On en a gagné 9 comme fédération sur les 24 du pays. Là. C'est toujours à peu près ça, le tiers des médailles canadiennes. C'est ça, là, c'est même plus que le tiers. C'est comme, je pense qu'on est là, rendu aux Olympiques. Il y a une coupe de sport, là, nous, puis surtout les sports de ski acrobatique. Là, on gagne nous deux, comme fédé, on gagne la moitié des médailles du pays à chaque Olympique. Donc, c'est dommage de voir que même nous, mais tu sais, ce que nous, on vit, il y a pire dans d'autres sports. C'est ça qu'il faut se dire en plus. Absolument. Mais on parle d'un sport majeur au Canada. C'est là que je veux en venir. Nous, le podium doit quand même vous donner quelques sous, j'imagine. Assurément, ça sert à d'autres choses. Ça paye les entraîneurs, c'est ça. Je ne connais pas par cœur les budgets, là, mais les budgets d'une fédération comme ça pour le volley longue piste et courte piste, c'est au-dessus d'1 million de dollars. Là. Si tu as 2 ou 3 millions, je ne me souviens plus exactement. Mais malgré tout, ça n'arrive pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas de moins en moins cher à voyager. Là. C'est de plus en plus cher. Puis, malheureusement, dans les dernières années, les budgets n'augmentaient pas aussi vite que l'inflation puis les dépenses. Fait que on dirait que c'est de plus en plus tough à chaque année. Laurent, écoute, je crois que c'est d'abord un sport de passion. Ça en prend. En tout cas, si tu payes 10 000 $ pour aller 2 semaines en Asie pour faire 4 courses en Coupe du Monde, t'es passionné. Ça, c'est et sûr. Pour payer, comme tu dis, même ta participation au championnat du monde alors que tu reviens avec des podiums. Mon Dieu, c'est... OK, on en apprend toujours au balado ici, puis je pense que c'est une belle place pour en parler parce qu'on le dit souvent, hein, les deux côtés de la médaille, c'est oui, la gloire, mais aussi ce qui vient avec et ce qui ne vient pas avec dans votre cas, c'est-à-dire un financement adéquat, mais ça, c'est moi qui le dis. Et écoute, Laurent, on est très patinage de vitesse aujourd'hui parce que non seulement tu es là avec nous, mais notre invitée est Valérie Maltais, une multiple médaillée. Je me demande si ce n'est pas la plus grande médaillée actuelle chez les femmes, tous sports confondus. Actuellement, là, toujours en action. C'est incroyable son CV. Bref, on parle à Valérie dans quelques instants, mais tout d'abord, notre partenaire Chrono Aviation. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Valérie Maltais, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir sur votre podcast. Voyons donc, c'est tellement un honneur, puis je suis certain que Laurent est assez content aussi. On va parler de patinage de vitesse toute l'émission. Ah oui, là, enfin, là, ça faisait trop d'émissions sans parler de patinage de vitesse. Ah oui, tu dis ça, puis les autres entendent, puis ils disent, voyons, c'était intéressant, mon balado, quand même. Mais non, j'aime ça, j'aime tous les sports. Quoi? Au nombre de statistiques que Laurent sait,
J'ai dit à Laurent, j'ai dit là, c'est quoi, il faut que je prépare là, pour le podcast parce que j'ai dit là, il faut que je révise qu'est-ce que j'ai fait, là, faut que je ressorte mes temps. Fait que là, c'est Non, Laurent on ne te qui demandera pas va tes temps savoir. à 14 ans, là, c'est correct. Là. Non, mais Valérie, c'est intéressant ce que tu amènes comme point parce que moi aussi, je trouve que Laurent, il en sait des affaires, pas juste sur son sport, mais sur la Formule 1, le NFL. Il suit. Ben, tu le perçois comment, Laurent? Tiens, c'est une question que je n'avais pas prévu de poser, mais c'est qui pour toi, Laurent Dubreuil? Ouais. Laurent, en tant qu'athlète, c'est une personne qui a beaucoup confiance en lui, qui est inspirant dans le sens qu'il sait qu'est-ce qu'il fait puis où est-ce qu'il s'en va. Puis je pense que ça, en tant qu'athlète, c'est une bonne référence. Et puis en tant que personne, c'est une personne qui est très humaine, très proche de sa famille. Puis j'admire comment il prend soin de ses enfants, de sa femme puis des gens qui l'entourent. C'est pas loin d'un gars parfait, là, ça, je comprends. Ah, ben non, mais non. C'est parce que t'as pas vu, c'est parce que tu connais pas tant Jordan, là, le nouveau mari de Val. Jordan, Oh, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Oh, ouais, il est sur la coche. Il est sur la coche, Jordan. D'ailleurs, vous êtes mariés il n'y a pas si longtemps, Valérie. Jordan Belcha, c'est toi, là. Oui, exactement. On s'est mariés le 7 septembre ici à Québec. Donc, une très belle journée, une très belle fête de semaine. C'est fantastique. Et puis, semble-t-il que son français est très bon maintenant. Oui, son français s'est beaucoup amélioré. Rester à Québec, t'as pas le choix. Oui, ben c'est ça. Maintenant, il a commencé sa maîtrise là, à l'Université plus. Laval en français. Donc, ça justifie encore plus la qualité de son français. Valérie, écoute, 34 ans, ça fait longtemps que tu patines, t'es de la baie. Tu as vécu à Chicoutimi, je ne me trompe pas, c'est ça? À la baie. À la Je suis baie. née à Chicoutimi. T'es né à Chicoutimi, bon, c'est le contraire finalement. 4 Jeux olympiques. J'ai compté 11 médailles en championnat du monde, mais je pense que t'en as plus que ça, même si on compte le courte piste et le longue piste. Ouais. Une carrière extraordinaire. Je pense qu'il y en a plus. En fait, je les ai déjà comptés quelque part Laurent. Il aurait fallu que je sorte mon calepin. Ouais, regarde. Non, parce que moi, je pensais que tu connaissais par cœur. Là. Je pensais que tu savais ça par cœur, ton nombre de médailles, championnat du monde. Ben, peu importe, là. Écoute, je posais la question à Laurent, mais est-ce que. Il n'y a pas de statistiques, j'ai pas ressorti ça, mais quoi, j'ai compté 41 médailles en Coupe du Monde courte piste. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis là, tu en as ajouté en longue piste aussi. C'est fantastique. Ouais. Écoute, sont où là, tes médailles là, chez toi? Je ne les vois pas dans les murs, sur les murs, dans les non, elles les armoires. sont très discrètes, en fait. Ouais. Sont juste au-dessus de moi. On a un meuble, là, puis avec les coupes de la Coupe du Monde, je mets mes médailles dedans. Donc, c'est la façon de les serrer. Qu'est-ce qui te fait patiner encore à l'âge de 34 ans? Les succès, j'imagine, aussi. Le plaisir de patiner, mais entre autres. Je pense que c'est d'abord la passion. J'aime encore patiner, j'aime me dépasser. Puis c'est sûr que les succès, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui fait qu'on continue, mais une carrière d'athlète, c'est rarement, tu gagnes, puis ça va bien. Je pense que on s'entraîne aussi pour ces beaux moments-là. Les moments plus difficiles font en sorte qu'on profite encore plus des moments des moments de victoire. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui à patiner. Après, j'ai atteint la majorité maintenant sur le nombre d'années sur l'équipe nationale. Écoute, tu étais au jeu à Vancouver en 2010. Là. Je ne sais pas combien d'athlètes qui étaient présents à Vancouver en 2010 sont toujours en action, mais chapeau, bravo, félicitations. Puis les résultats continuent à être là et à être palpables. Tu es tout près en fait, tu as des médailles individuelles maintenant aussi en longue piste. Là. C'est assez exceptionnel. Ben, c'est ça, l'objectif pour moi, suite au jeu à Beijing en 2022, une fois avoir gagné la médaille à la poursuite par équipe, mon objectif, c'était j'ai envie de continuer, mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui me tente dans le moi que je peux gagner une médaille à l'individuel. Ouais. Chose que j'ai confirmée la saison dernière en Coupe du Monde. Ouais. Et puis là, au Masters, et puis, mais surtout aux 3000 mètres. Puis c'est l'objectif pour les prochains Jeux, c'est que je veux être sur le podium à l'individuel et également défendre le titre de championne olympique à la poursuite par équipe. C'est important des médailles individuelles dans une carrière? T'en as eu plein en groupe aussi, là, mais l'affaire, c'est que j'ai toujours un peu de misère à dire je fais le sport pour les médailles parce que je pense qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que je vais me rappeler quand je vais prendre ma retraite, c'est tous les beaux moments qu'on passe, puis c'est toute l'expérience, tu sais, c'est tellement plus que les médailles. Mais je pense que les résultats, les performances font en sorte qu'ils t'accrochent.
mais je le définis très différemment maintenant. Lorsque je gagne une médaille, c'est plus un cheminement, c'est plus tout le processus, l'équipe qui est autour. Puis tu sais, j'ai grandi avec ça aussi. Là, je veux dire, c'est plusieurs années à des fois essayer pour le faire pour les victoires, puis maintenant, c'est plus pour les victoires. Là, c'est vraiment le cheminement, le dépassement de soi. Puis tu sais, c'est vrai, ça va au-delà des médailles. Là. Oui, puis je suis tellement content que tu le dises ça aussi parce que moi, le premier, tu sais, je t'ai parlé de médailles en partant, puis de records, puis tout ça, mais dans le fond, j'aime pas ça tant que ça, miser là-dessus quand on fait des entrevues, parce que c'est tout le cheminement qui nous amène à ça, qui fait en sorte qu'on est défini comme ça. Puis Laurent, tu as entendu ce que Valérie disait, puis j'ai posé la question tantôt par rapport à toi, mais qu'est-ce qu'elle représente pour Laurent Dubreuil, Valérie Maltais? C'est le fun parce que c'est un exercice auquel Simon Drouin de la presse nous avait fait faire ça l'an passé. Il fallait que je décris Val, puis Val m'avait décrit. Okay. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez Val, c'est... je vais dire que t'es vieille, Val, là, j'ai comme pas le choix, là, mais qu'à 34 ans, elle ait encore envie de se pousser à ce point-là. Moi, une fois sur deux que je fais un 1000 mètres, ça me tente pas, là, genre, ça fait mal aux jambes. Là. Je me dis, j'aimerais juste faire les 500, pour moins mal. Val, ses distances sont autrement plus dures que des 500 mètres en termes d'effort physique. Là, chaque course, c'est un épuisement complet. Le 1500, le 3000, le 5000, c'est terrible comme distance. Puis à 34 ans, tu as encore le guts d'arriver sur la ligne puis de laisser tout ce que tu as sur la glace. Puis j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ça. Ça m'impressionne de te dire justement d'être encore motivé, tu as encore envie de te repousser, de te dépasser quand ça fait, comme tu dis, 18 ans que tu es sur l'équipe nationale. C'est quelque chose de rare en sport de t'offrir longtemps de même et d'avoir encore envie d'être encore motivé. Ben, merci. Ah ben je le pense pour vrai. Je le pense pour vrai. C'est quelque chose. On le voit, tu sais, c'est quelque chose de se préparer pour une course à l'entraînement, mais rendu à la course, tu sais, les entraînements, ça fait jamais aussi. La course, tu vides tout. Là, tu ne te gardes pas un 2%. Là, ça prend du guts à arriver à une course de longue piste. C'est pas un sport facile. Là. Puis tu es là, puis tu as encore chaque course, tu donnes ce que tu as, c'est vraiment beau à voir. Ben merci. Puis, je pense que le passage de vitesse longue piste m'a redonné un second souffle là, d'avoir fait du course de piste pendant 3 Jeux olympiques, de faire des courses contre les autres. J'étais tannée de ça. Puis, je dis ça d'une façon très positive parce que je pense qu'en même temps, c'est la beauté du sport de courte piste où est-ce que tu fais des dépassements, c'est excitant et tout, mais j'avais envie de me prouver que je veux mes résultats un peu. Puis, c'est ce qui m'a apporté dans le longue piste, c'est que je voulais me dépasser, mais je ne le ferai jamais tout seul. Là. J'ai mon entraîneur, j'ai mon psychologue sportif, j'ai des gens qui m'entourent on travaille toujours ensemble pour comment je peux être plus vite. Puis c'est à ce point-ci, au niveau où est-ce qu'on est, tout le monde est en forme, tout le monde est capable de patiner, mais c'est dans les petits détails, puis ça c'est ce qui vient me chercher, puis que j'essaie d'améliorer à chaque fois. Justement, je te ramène un petit peu 6-7 ans en arrière. Toi, tu viens du Saguenay ou de la Baie. Puis, il n'y a pas de longue piste au Saguenay. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'anneau de longue piste nulle part. Le seul est à Québec réellement, là, au Québec. Donc, tu n'as pas fait ça en grandissant comme moi qui est né à Lévis, sur la rive-sud de Québec. Tu n'avais jamais vraiment fait ça. Ou je pense que tu peux le compter, mais tu en as fait une fois, tu as détesté ça parce qu'il faisait moins 20 degrés, ce qui est très compréhensible. Mais après ça, tu as fait du courte piste, déménagé à Montréal. Puis là, en 2018, tu décides, bon, ça me tente plus le courte, mais j'ai pas fini avec le patin, je vais aller en longue. Les gens... Il faut qu'ils comprennent que le longue piste, c'est pas plus longue distance que le courte piste. C'est un autre sport. Là. Les gens ne réussissent pas souvent des changements comme ça. Ceux qui le font en ont souvent déjà fait quand ils étaient jeunes, ils ont fait les deux, sont spécialisés en courte piste, puis ils reviennent aux longues pistes. Un peu comme Ivani, justement, Ivani Blondin, une Canadienne, qui faisait les deux quand elle était jeune. Toi, tu n'avais jamais fait ça. Comment tu as fait pour te dire, tu dis que je suis un athlète qui a de la confiance. Ça prend de la confiance à une certaine place pour faire un changement comme ça et dire ça va fonctionner. Comment tu as approché ce switch-là? Je pense qu'il y avait une certaine... je me suis rendu compte que j'avais une certaine part de naïveté, un peu justement de pas connaître beaucoup le passage de vitesse longue piste. Puis j'avais juste un plan A, j'avais pas de plan B. Donc j'ai vendu mon condo à Montréal, puis j'ai déménagé à Calgary parce que justement je voulais pas aller patiner à Québec dehors. Et puis, c'est ça. Et puis, j'avais vu d'autres patineurs courte piste liégeants. Il y avait François Hamelin aussi, des personnes qui étaient de ma génération de patineurs qui sont allés essayer le patinage de vitesse longue piste, mais à chaque fois sont revenus.
parce que je trouve qu'eux autres, il y avait toujours un peu encore les pieds dans le courte piste. C'était comme, je vais aller l'essayer, mais si ça marche pas, je vais revenir. Puis pour moi, c'était, je vais en longue piste. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben... J'arrête tout. J'arrête tout. Okay. C'est pas grave. Puis, mais ça a été une autre histoire aussi. Là. Ça a été un bon cheminement aussi personnel puisque, bon, ça fait une vingtaine d'années que je suis une patineuse de vitesse. Autre que Valérie, la patineuse, j'étais quoi? Donc, ça a été un autre cheminement. Ouais. Mais une fois d'essayer le patinage de vitesse longue piste, c'était le 26 juillet 2018. J'ai mis pour la première fois mes patins à clap, que j'avais jamais fait ça. Puis, là, on parle plus en termes de tours, on parle en termes de mètres. On va faire des 800 mètres. On va partir de la ligne de départ du 1500 mètres, du 1000 mètres ou du 3000 mètres. Je savais même pas c'était où là, la ligne de départ. C'était à ce point-là que je connaissais pas le patinage de vitesse longue piste. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait tu sais patiner, tu sais faire du vélo, tu sais t'entraîner, ça va se faire. Puis donc j'étais arrivée avec l'équipe à Calgary, puis c'était, tu sais, oui, j'ai un background, ça pouvait peut-être être intimidant pour certaines, mais les plus jeunes, les plus vieilles, je leur ai dit, vous oubliez mon background, là, partagez-moi qu'est-ce que vous voyez. Puis on faisait du courte piste pendant l'été, fait que ça l'a aidé quand même à construire une relation avec l'équipe autour de moi, où est-ce qu'on a pu partager. Moi, je sortais du courte piste, donc je pouvais les aider un petit peu en passage de vitesse courte piste. Donc, je trouve qu'on a développé une relation. C'est comme je voulais pas qu'ils se sentent comme menacés, comme je suis pas ici pour te prendre ta place, je suis ici pour faire ma place. Je pense qu'il y a quand même une différence qui est fine là-dedans, mais qui est quand même assez importante. Donc, je suis arrivée là, puis Patinage de vitesse Canada m'avait permis de garder mon brevet aussi. Ça, une chose que ça m'a aidé. Mais étant donné que ça faisait des années que j'étais sur l'équipe de courte piste, il fallait que je me classe dans le top 8 sur l'équipe nationale en patinage de vitesse longue piste si je voulais conserver mon carding. Donc, ça a été un challenge aussi, où est-ce que j'étais comme, OK, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais encore une fois, je me suis beaucoup fiée à mon instinct qui me disait... Je pense que je vais être capable. C'est beau ce que tu dis. Puis, tu sais, quand tu dis, là, tu te rappelles le moment où tu as mis des patins à clap, tu avais besoin de ce défi-là, parce que le courte piste, pour toi, c'était terminé, malgré 41 podiums, on l'a dit, 3 Jeux olympiques. Je passe à autre chose dans un sport que je connais un peu, évidemment, mais c'est tout nouveau pour toi, là, à ce moment-là. Oui, puis c'est... Au début, c'était bizarre, le clap, là, puis on est arrivé, première session, on est en forme... Laurent, tu vas avoir plus la référence. On faisait des tours en 33 secondes au tour. Mes premiers tours. Puis là, moi, j'étais comme, ça va vite. Puis pour finalement apprendre que oui, c'est relativement vite pour des tours faciles. Là. Moi, j'essayais de suivre les filles. Puis je pense que ça a été vraiment... On m'a mis dans un bassin de bonnes patineuses où est-ce que, j'essaie d'imiter qu'est-ce qu'ils font puis trouver l'efficacité. Mais une couple de fois, je suis passée par-dessus mon clap, surtout dans les virages, parce que là, la technique est quand même différente comparée au courte piste. Te souviens-tu de ta première course de pratique, ton premier en longue piste? J'ai le temps sous les yeux en ce moment. Tu t'es dit qu'il fallait rien préparer, c'était pour tester tes connaissances. Il me semble que ma première course, c'était un 1000 mètres. Oui. Puis j'ai fait une 21... 7, genre. Une 21,89. Très bon essai. Pourquoi tu te rappelles de ça, Laurent? Non, je me rappelle pas de ça. Je n'étais même pas là. Je suis allé vérifier. C'est, pour donner une idée, maintenant, Valérie, son meilleur depuis plusieurs années, c'est même pas une distance qu'elle fait régulièrement, le 1000 mètres, mais c'est une 14,9, si je me trompe pas, Valérie. C'est ça, hein? T'as fait une 14. Exactement. Tu sais, une 21, tu fais ça au début, puis c'est pas mauvais comme première course, mais tu sais que tu as du chemin à faire quand même pour faire un top 8 au Canada. Exactement. Puis j'ai une photo. Ramon, il a pris une photo de moi. De ma première course, j'étais extrêmement nerveuse. Là, puis j'avais emprunté un skin à quelqu'un parce que j'en avais pas. Puis ma capine, tu sais, elle était super haute, là, tu sais, un peu trop petite. Là, je sais que ah là là. Ouais, tu patinais pas de casque. Patinais pas de casque, exactement. Avec pas de casque. C'est une expérience qui te ramène, tu sais, vraiment les deux pieds groundés.
C'est comme, Ouais. all right, Ouais. tu sais, on oublie ton ego. Une chance que mon ego est pas trop grosse dans le trip. Puis on se lance. Mais entre toi et moi, ça a été une bénédiction. Entre toi et moi, puis Laurent, puis tout le monde, finalement, ça a été une bénédiction pour Patinage de vitesse Canada parce que non seulement tu es arrivé avec l'équipe, mais là, tu as fait partie de l'équipe. Là, c'est la poursuite, c'est bien ça. Ouais. Vous êtes médaillé d'or aux derniers Jeux olympiques dans cette épreuve-là. Si tu n'es pas là, probablement que c'est pas facile d'avoir une médaille aux Jeux olympiques. C'est comme une bénédiction. Est-ce que, tu sais, tu dis que c'est ta décision, mais est-ce que c'est quelque chose que Patinage de vitesse Canada souhaitait également quelque part? On n'en a jamais parlé. OK. Mais tu sais, les filles à la poursuite par équipe n'avaient pas gagné de médaille depuis 2006, depuis Turin. Donc, ça, de cette statistique-là, j'étais très au courant de ça. J'avais entendu des choses de l'équipe de la poursuite, comme quoi qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus ou moins bien. Tu sais, j'avais quand même un bon background, justement, d'équipe avec le relais en courte piste. Donc, les premiers, moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré, que je voulais faire la poursuite par équipe. La première année en fait, 6 mois, là, après que j'ai commencé, 3 mois après que j'ai commencé à patiner en plus, je me suis qualifiée pour mes premières Coupes du Monde. Je suis partie sur la route. Je voyais les filles faire la poursuite par équipe. Puis quand ils ont gagné une médaille, on était en Pologne. Les filles ont gagné une médaille. Puis genre, je suis mis les larmes aux yeux parce que j'étais comme, je veux être là, je veux le faire. Puis j'avais vraiment envie de le faire. Je l'ai dit à Jordan. J'ai vraiment envie d'être là, ça... Ah, ouais. Je veux faire ma place sur ce sport-là. Je trouve ça, sur cette distance-là, je trouve ça beau. Puis, j'ai pratiqué finalement ma première poursuite par équipe au championnat du monde qui était à Insel cette année-là en 2019. Puis, on a eu des conversations avec Isabelle puis Ivani où est-ce que je pense que pour moi, en tout cas, ce qui était important, c'est qu'on se dise dans quoi t'es bonne puis dans quoi t'es moins bonne, mais on va juste faire en sorte de s'améliorer ensemble. Tu sais, c'est comme, c'est pas grave. Si toi, t'es moins bonne au départ, moi, je suis moins endurante. Fait que, tu sais, on échangeait comme ça, mais au final, ça a fini, genre, quasiment en semi-chicane, malentendu, un peu de malaise. Pour dire, c'est comme, on n'est pas du tout mal intentionné ici, là. On veut juste, comme, rendre notre équipe meilleure. Puis je pense que c'est bon de souligner les points forts et les points faibles pour pouvoir s'améliorer. Donc, je pense que ça a été ma grosse contribution avec la poursuite, là, d'apporter beaucoup plus de communication dans un sport qui est très centré et individuel. C'est ça. Puis d'avoir une médaille d'or, la consécration. Tu avais une médaille d'argent olympique avant ça. Ça doit être assez haut sur ta tablette, ça, j'imagine, cette médaille-là. C'est quand même assez incroyable. Tu sais, on a commencé la poursuite, puis jamais je me suis dit on allait être sur le podium. Là, c'était à ce point-là. Hein? C'était vraiment cool. Je fais la poursuite. Le premier championnat du monde, on finit 4e. Puis par la suite, on fait des podiums une fois de temps en temps. On finit 4e, 3e. Puis, mais tu sais, je patinais toujours avec les filles. On patinait toujours les trois ensemble. Isabelle Wildman, Ivani Blondin, puis toi, là, c'est comme un trio qu'on a suivi beaucoup depuis quelques années. Là. Et exactement. Là, tout d'un coup, c'est ça. Ouais. On était rendu qu'on pouvait patiner les yeux fermés, là, une derrière l'autre, que ça devenait quasiment facile, mais tu sais, on a gagné notre première médaille d'or juste avant le COVID au Kazakhstan, puis à partir de là, ça l'a jamais arrêté. Là. Ça a vraiment été un train jusqu'aux Jeux de Beijing. Puis je pense que c'est vraiment spécial. J'avais jamais expérimenté ça, d'arriver à des Jeux olympiques et savoir que tu peux gagner. Savoir que tu courses pour la médaille d'or. T'sais. Ah ouais? C'était comme, bon, ben on est ici, puis c'est nous autres qui devraient gagner la médaille d'or. Puis c'est quand même un feeling spécial de t'assurer de faire ce qu'il faut, mais pas en faire plus nécessairement non plus, de juste, on continue de faire qu'est-ce qu'il faut faire, mais faut, comme Laurent l'a dit tantôt, c'est une distance où il faut que, je sais pas qu'est-ce que l'autre équipe va faire à côté, là, donc il faut que tu fasses ton effort à 100% également, là. Wow. Toi, Laurent, tu as vécu ça sur place. Oui, ben je sais pas à l'annonce. Quelques spectateurs. Non, tu n'étais pas là. Non, comment ça? C'était quelle journée la poursuite? C'était juste avant mon 1000 mètres ou comme la veille ou 2 jours avant. Là, j'étais concentré sur mes propres courses, mettons, mais on l'a regardé en direct à la TV, évidemment. Wow. Mais oui, non, c'était
Je veux dire, les filles ont patiné vraiment bien ensemble, patinent encore vraiment bien ensemble d'ailleurs. Là, je pense pas Yvonne est que... toujours là, Isabelle aussi, ouais. Oui, Ouais, exact. exactement. Les Ouais. 3 filles sont encore là. Là. Puis, C'est comme fou. tu disais au début, tu sais, si Val avait pas. Les Mm. Pays-Bas, ils perdent une patineuse, ils sont capables de la remplacer mieux que nous autres. Là. On n'a pas la profondeur du siècle. Fait que, tu sais, que Valérie switch aux longues pistes, ça a contribué énormément au succès de l'équipe. Là. Tu sais, je veux dire, on serait pas capable de. Tu sais, Allemagne 1, Allemagne 2 au bobsleigh, là, nous autres, Canada 1, Canada 2, il y aurait quand même une drop. Là, tu sais, fait que Valérie soit là est partie intégrante des succès de l'équipe, assurément. Valérie, est-ce que tu as fait, ta transition qui a été un succès phénoménal, aurait pu se faire avec d'autres patineuses ou patineurs que tu connais? Ma question est sous-entend, est-ce que le Patinage de Vitesse Canada fait un bon travail de s'assurer que les patineurs puissent peut-être essayer les deux sports, par exemple? Ben, tu sais, des personnes avec mon expérience, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait la transition à Non, c'est ce ça. point-ci dans leur carrière. Ouais. Moi, clairement, oui, on m'a donné un coup de pouce en me mettant dans un bon groupe d'entraînement. Mhm. Mais tu sais, si je ne m'étais pas qualifiée sur l'équipe nationale à la fin de l'année, si j'étais pas loin, est-ce qu'on m'aurait dit oui, on va te permettre de toujours t'entraîner? Je ne sais pas. Ça, je pourrais pas dire. Ouais. Il y a des patineurs présentement qui font la transition, mais tu sais, c'est des patineurs plus jeunes qui n'ont pas autant l'expérience. Puis on les met dans des groupes qui sont un peu plus bas que nous. Donc, est-ce qu'ils ont autant tous les outils pour pouvoir performer? Je sais pas. Puis c'est une chose que dans mon après-carrière, j'aimerais beaucoup contribuer là, pour aider les patineurs dans une transition en tant qu'entraîneur plus en longue piste là, qu'en courte piste. Ouais. Laurent, est-ce qu'il y a une chasse gardée en patinage de vitesse? Je te pose la question à toi parce qu'on en a déjà parlé. Genre, tu restes avec nous en courte piste. Je veux pas que tu essayes la longue piste ou tu as encore de quoi prouver. Je pense que ça... Ouais. C'est peut-être en train de changer un peu, mais je pense qu'il y a eu un petit peu de ça dans le passé, malheureusement. Là, mettons que le transfert n'était pas nécessairement encouragé, on va dire comme ça. Tandis qu'on voit certaines... La meilleure patineuse au monde en courte piste depuis 5-6 ans, c'est Suzanne Schulting, là, une néerlandaise. Puis elle fait du longue piste par intérêt, par hobby quasiment. Elle a fait des Coupes du Monde dans le passé. Je veux dire, ça ne l'empêche pas d'être à combien de médailles olympiques, Val, 5-6, là, puis combien de fois championne du monde. Mais elle en fait du longue piste. Elle a fait des courses pas plus tard qu'il y a 2 semaines en longue piste. Là, j'ai vu que Suzanne... elle faisait pas le World Tour à Montréal. Oui, c'est ça, exact. Elle est comme en retour de blessure. Là. Elle s'était blessée ou était malade. Mais je veux dire, elle a combiné les deux. Pas tant que ça. C'est une fille de courte piste, mais elle a fait du long, puis ça ne nuit clairement pas rendu aux courses. Fait que, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ça. Je pense que les gens commencent à le réaliser aussi. C'est sûr que le longue piste est beaucoup plus attrayant maintenant au Québec qu'il l'était. Avant, c'est comme, ben oui, tu peux aller en faire, mais il va faire moins 22 quand tu vas y aller. Il va te neiger avec un gros vent en face. Vas-y, mon homme. Et j'ai déjà entendu Nathalie Lambert et Marc Gagnon, je pense que les deux l'avaient dit. J'aurais fait du longue piste s'il y avait eu un toit. Là. Ça aurait été mon sport premier. Là. Ah, ça se peut très bien. Maintenant, je veux dire, j'invite tous les jeunes de la province à venir l'essayer. Là. C'est magnifique comme installation. Puis c'est pas 2 jours de longue piste qui va nuire à ton courte piste. Là. Ça, c'est clair que non. Puis, je veux dire, après ça, au final, c'est de laisser le choix aux athlètes. Nous, on veut pas Nous, en longue piste, on veut pas voler les athlètes. C'est juste, t'essayes ce que tu... Puis après ça, tu patines ce dans quoi t'es mieux, t'es plus heureux, tu sais. Je veux dire, ça devrait être un choix individuel. Puis le but, c'est un petit peu ma mentalité avec mes enfants. Tu sais, essaye tous les sports, choisis celui que t'aimes le plus. Tu sais, puis celui que t'aimes le plus, ça se peut très bien que ce soit celui dans lequel t'es bon, parce que d'habitude, on aime quand même ce dans quoi on est bon. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais au final, le but, c'est juste de l'essayer de longue piste. Puis après ça, tu sais, si c'était mieux le courte piste, c'est bien correct, reste en courte. Mais comme fédération, je pense qu'on a du chemin à faire là-dedans d'encourager les gens d'essayer les deux, puis de permettre un petit peu la transition, d'aider à la transition comme ça. Parce que, je veux dire, on en a vu beaucoup de patineurs qu'on se dit, lui, il me semble qu'il serait bon en longue, mais il n'a jamais voulu l'essayer, ou il n'a jamais, tu sais, puis là, le coach, non, mais reste en courte, ça va bien en courte, tu sais. Puis, c'est ça. Ouais. Au final, c'est pas grave, tu sais, laisse-les partir, il va mieux revenir s'il aime mieux le courte, là. C'est ça, mais je comprends les entraîneurs aussi de l'équipe nationale ou de l'équipe de développement qui disent à leurs athlètes ou qui pourraient dire à leurs athlètes, non, regarde, moi, j'ai besoin de toi, là, dans les prochaines années.
Mais je pense que c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer. On a vu les gens du CRCA, du Centre régional d'entraînement en courte piste de Montréal, là, juste le niveau en dessous de l'équipe nationale, venir faire une compétition pour le fun en longue piste depuis l'ouverture du centre de glace au mois de mars, à la fin de l'année. Même il y a 2 ans, William Dangino était sur la ligne en longue piste au mois de mars pour le fun. Puis l'année passée, il était champion du monde en courte piste. Fait que, tu sais, puis lui, il s'est fait faire des patins clap pour ça. Là. Il est venu, il y avait du fun. Tu sais, je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'on est en train de mieux réaliser que ça peut être complémentaire. Puis même, tu sais, je veux dire, pour Valérie, ça peut. C'est un transfert, c'est un transfert du courte piste, mais là, c'est sa 7e année là, à faire des Coupes du Monde en longue piste. Là. Finalement, c'est une carrière en soi. Là, 2 carrières, Valérie. Vraiment, là, complètement. Là. Oui. Ouais. Pas être fier de ça pareil. Tu as réussi dans les 2 sports, toi. Tu es l'exemple parfait que ça se peut. C'est quand même fou. On dirait que je le réalise pas nécessairement. On dirait que maintenant, on dirait que j'ai fait du long piste toute ma carrière. C'est comme un autre monde, là, mon courte piste. Là. Justement, je vais voir le World Tour en fin de semaine prochaine. Là, puis c'est comme ça, c'est la première fois que je vais aller revoir du courte piste là, en personne sur la scène internationale. Donc, c'est ça, c'est un autre monde. Je te demanderai pas qu'est-ce que tu as préféré le plus. Là, c'est une question qui est malhonnête finalement, mais j'imagine que tout ça, ça fait de toi quelqu'un qui... J'imagine, tu te posais la question tantôt, qui est vraiment Valérie Maltais? Est-ce que tu sais maintenant qui est Valérie Maltais? J'ai l'impression que je le sais plus, mais c'est sûr que je suis encore une patineuse depuis que j'ai transféré au patinage de vitesse longue piste. Mais oui, maintenant je le sais plus. Je détermine un peu mieux qu'est-ce que j'aime à l'extérieur du sport, puis qu'est-ce que je veux aussi contribuer au sport, sans nécessairement faire une carrière dans le sport. Mais c'est ça, j'ai terminé une technique en diététique en 2015, puis pour finalement me rendre compte que tout ce que j'ai appris, c'était beaucoup plus pour mes connaissances personnelles que j'ai travaillé 2 mois dans un CHSLD, puis maintenant le C3S, là, mais j'ai vraiment aimé ça, mais j'aimais pas dire essayer de convaincre les gens qu'est-ce qu'ils devraient manger, qu'est-ce qui serait mieux pour eux et tout. Donc, maintenant, je suis en train de faire un bac multidisciplinaire à l'Université Laval, puis je pense que j'ai fait mes cours d'entraîneur avec Laurent cet été. Donc, de vouloir contribuer au sport d'une façon un peu plus, directement sur la glace, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apporter aux athlètes. Peut-être que ça va être aller chercher un peu plus de financement ou aider la transition des athlètes. Un peu, je pense que toute mon expérience peut servir, je peux apporter beaucoup au sport là, après ma carrière. Et le patinage de vitesse, c'est sûrement heureux de savoir ça, Valérie. Même chose pour Laurent. J'ai l'impression que vous allez vouloir redonner à votre sport beaucoup. Puis quand ça vient justement de nos grandes vedettes, c'est doublement satisfaisant pour une fédération. Là. C'est une situation gagnante. Quand on est, tu sais, vers le 34, moi j'ai 32, si on est encore là, c'est parce qu'on est passionné. Puis, je veux dire, on aime ce qu'on fait. Puis je suis d'accord avec Val quand elle dit, tu sais, on patine plus pour les médailles rendues là c'est vraiment parce qu'on aime ce qu'on fait au quotidien. Je veux dire, si tu gagnes 5 médailles dans l'année, c'est 5 jours sur 365 que tu montes sur un podium. Tu n'en as pas 300 de plus passé à l'entraînement ou tu n'en gagnes pas de médaille. Si tu haïs ce que tu fais tous les jours, ça ne vaut pas la peine les 5 journées que tu montes sur un podium. On est encore là. C'est clairement qu'on aime encore. Puis cette passion-là, elle s'évaporera pas avec le temps. Elle va être encore là, même si le corps ne suit plus, mais on va encore avoir envie d'être proche de notre sport, j'en suis convaincu. C'est cool. Et notre sport aussi, on est beaucoup avec... on veut les médailles, on veut la performance, chose qu'on est dans un sport de haute performance, c'est tout à fait normal. Oui. Mais au jeu à Beijing en 2022, pour moi, ça a été vraiment un grand apprentissage dans le sens que je savais exactement qu'on pouvait gagner la médaille d'or à la poursuite par équipe. Donc, c'est sûr qu'on y allait pour ça. Mm-hmm. Mais de mon côté individuel... J'avais le 3000 mètres, puis j'avais le départ en groupe. Pour le 3000 mètres, je savais que j'allais pas gagner une médaille individuelle, puis c'était pas caché. Mais de te préparer à faire une performance, puis de faire la meilleure performance possible, puis d'avoir un plan qui est tellement clair. Moi, j'ai terminé ma course, j'ai terminé 12e au final, mais quand je suis revenue dans le gym, là, en bas, après ma course, tout le staff était au courant, c'était quoi mes objectifs, c'était quoi que je voulais réaliser. Puis, tu sais, on m'a accueilli comme si que j'avais gagné, tu sais. Puis, je pense que quand tu finis une course, peu importe le résultat, que tu as fait ton meilleur
ton meilleur effort possible, que tu as bien exécuté. Ouais. Au final, là, mon objectif, c'est un apprentissage que je vais transférer en 2026, dans le sens que, bon, je sais que maintenant, je peux gagner une médaille sur le 3000 mètres, mais si j'en gagne pas, mais j'ai fait la meilleure course possible parce qu'il y a d'autres filles qui ont patiné plus vite que moi. Laurent aussi le dit avec Jordan Stoltz l'année passée, c'est comme, au final, je peux juste être content de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est ça, exact. Et je pense que ça, c'est une valeur que c'est important de le partager aux jeunes, parce que les jeunes, souvent, c'est comme, je suis poche, nanana. Non, arrête de dire que t'es poche, c'est comme, c'est un sport que tu essaies de te dépasser, puis tu veux juste avoir du plaisir, mais tu vas avoir du plaisir en étant positif, en étant content de toi, puis au final, que tu gagnes pas, si tu as un support autour de toi, si tu as des gens qui sont là pour t'encourager puis qui t'inculquent des bonnes valeurs, ben tu vas rester dans le sport parce que tu aimes ça, pas parce que tu es juste bon. Wow, tellement vrai. Puis ce que tu dis, ça me rappelle la première entrevue, c'est pas vrai, c'était pas la première, mais au Jeu de Turin en 2006, lorsque j'ai rencontré Jennifer Isle en bas de la piste, puis elle m'a dit quelque chose comme « Je suis parti sans aucun regret. » Elle a fini deuxième. Elle avait gagné, excuse-moi. Elle a fini deuxième à Vancouver, mais je suis parti sans aucun regret. Qu'est-ce que tu veux de plus? À partir du moment où tu es en haut, puis tu dis « OK, no regrets. Tout ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait, et puis advienne que pourra. » Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est important, ça. Oui, c'est important. Fait que, ce que tu dis, ça me rappelle ça. Puis ça sera excellent comme dans ton rôle. Puis quand tu dois l'être également, quelque part, une ambassadrice de ton sport, une référence. Puis ça m'amène à une autre question. Je vois d'autres filles de l'équipe, je pense, qui sont qualifiées ou pas très loin. Gabriela Jelinek, deuxième derrière toi, je ne me trompe pas, au 3000. Je pense à Béatrice... Au Master. Master. Ouais. Béatrice Lamarche également, qui patine avec toi également à tous les jours. Laurent et toi, dans le fond, vous êtes des exemples très importants de vous avoir auprès d'elle et auprès des plus jeunes également. Là. Est-ce que tu te sens comme ça, un peu comme une grande sœur, si on veut? J'ose croire que mon type de leadership dans un groupe est beaucoup plus par l'exemple que par la parole. Principalement parce que je suis encore une athlète, je veux performer encore, puis tu sais, on voit beaucoup je suis consciente des aspects parfois politiques dans notre sport. J'ai été représentante des athlètes, mais j'aimais pas ça, être représentante des athlètes pendant que je patinais. Pourquoi? Mais je m'intéresse à tout. Pardon? Pourquoi? T'aimais pas ça? Parce que je trouvais ça une distraction, je trouvais ça... Je m'impliquais trop émotivement, puis je pense que notre sport, j'ai besoin de toutes mes émotions, contrôler le plus que possible. Puis les filles, en fait, semaine, on l'a vu avec les championnats canadiens, t'envoies du monde qui sont déçus, mais je vais pas nécessairement toujours vers elles parce que je sais pas si c'est ce qu'ils veulent actuellement. Parce que bon, je suis une patineuse, je suis une compétitrice. Et je suis pas nécessairement leur entraîneur, même si je suis leur coéquipière. En tant qu'athlète, j'ai toujours un peu ma porte est toujours ouverte, mais j'ai toujours un peu cette... réserve-là, comme on dit. Cette réserve-là. Ouais. Mais dans le fond, là, pour une jeune patineuse ou un jeune patineur qui te voit à l'entraînement au gym en train de pousser des plaques de métal, là, c'est parce que ça doit être inspirant, c'est sûr. Là. Puis, même chose pour toi, Laurent. Là. Je veux dire, moi, si je te vois aller... je pense que oui. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'étais jeune puis j'étais inspiré par les plus vieux, les meilleurs. Mais je pense qu'à ce niveau-là, Valérie, c'était nécessaire pour nous d'avoir une athlète féminin qui performe à ce niveau-là. Tu sais, Valérie a gagné des médailles individuelles dans les 2 dernières saisons en Coupe du Monde. Les dernières médailles individuelles pour une femme en Coupe du Monde longue piste, ça datait de 1987. Au Québec? Au Québec, oui. Au Canada, on en avait des dizaines et des Clara dizaines. On a eu Hughes, certaines des grandes patineuses de tous les temps. Cindy Klassen, Groves, c'est ça, exact. C'est ça. Ivani, même, on avait gagné combien depuis 10 ans. Mais au Québec, c'était 0 depuis l'ami de ma mère. Là. Je veux dire, en 87. C'est incroyable, hein, quand on y pense. Nathalie Grenier, qu'on salue. Nathalie Grenier, c'est vrai. Oui, exact, Nathalie Grenier, c'était la dernière. Tu sais, je veux dire... C'est incroyable. Chez les hommes, on en a vu plein. Je veux dire, on a eu des disettes. Là. Moi, quand j'ai gagné ma première médaille, ça faisait 18 ans que Sylvain Bouchard avait été champion du monde, puis c'était la dernière médaille québécoise. Individuelle. Tu sais, Mathieu Giroux avait gagné une médaille à la course, mais individuelle, ça faisait depuis 98. Mais il y en avait quand même eu plus, puis après moi, il y en a eu d'autres. Tu sais. Mais chez les femmes, c'était une disette. Là. Souvent, on partait en Coupe du Monde, puis il n'y avait juste pas de filles du Québec.
comme zéro, là, tu sais, pendant 10 ans de temps, zéro fille du Québec, là, qui était même 20e du groupe B, là, tu sais, personne en Coupe du Monde. Puis là, Valérie est là, puis prouve que on peut être bon chez les femmes, on peut être bon dans les longues distances aussi, parce que tous nos médaillés chez les hommes, c'était tous des sprinteurs. C'est vrai, hein? On a une De spécialité. Gaétan Boucher à Sylvain Patrick Bouchard, à moi, à Alex Boisvert-Lacroix, Alexandre Saint-Jean, Antoine a gagné quelques médailles au départ groupé, sinon c'est au 1000, c'est sa médaille en Coupe du Monde. Tu sais, c'était tous des sprinteurs. Puis là, on arrive, puis là, Valérie, c'est une fille de longue distance. C'est des mots qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 10 ans. Hein. Fait que c'est une génération entière de filles qui peuvent rêver, une génération entière d'athlètes de longue distance qui peuvent rêver en partie à cause de Valérie. T'sais, on n'a pas l'excuse de « Ouais, mais chez nous, ça ne marche pas faire des tours. Chez nous, on n'est pas capable d'être bon. On ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas capable. » Non, on est capable. Valérie est capable. Fait que travaille plus fort puis tu vas peut-être être capable toi aussi. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est motivant un peu dans... Quand je parlais qu'on était un groupe, puis de peut-être aussi le leadership par l'exemple, c'est qu'actuellement, avec Monsef, on travaille Monsef qui est un ancien patineur, qui était un sprinteur. Ouais. Donc, on développe, j'ai l'impression qu'il crée ce programme de longue distance-là actuellement. Tu sais, on est 3 filles dans notre groupe là, qui s'entraînent en longue distance ici à Québec. Donc, on en veut du monde, puis il faut construire cette nouvelle génération de patineurs-là. Puisque, bon, moi, je ne m'éterniserai pas non plus dans le sport. Donc, je veux jusqu'en 2030 minimum, là, Valérie. Là, c'est sûr. Je vais peut-être être là sur le bord de la glace, par exemple. Ah, écoute, pourquoi pas. Hey, dis-moi, là, une question comme ça. 3000 mètres, c'est long. Hein. Comment on fait pour apprécier cette course-là, au-delà du chrono puis ton meilleur temps? Là? Comment on fait pour être encore... qu'est-ce que tu décèles, toi, quand tu regardes un 3000 mètres que tu peux peut-être nous partager, là, qui fait en sorte que on voit si le patineur est en feu ou il est parti juste trop vite? Le 3000 mètres, là, c'est 7 tours et demi. Puis, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on on trouve la vitesse facile. Fait que, tu sais, les 3 premiers tours, les 4 premiers tours sont pas censés être difficiles. Ouais. Puis, je pense que quand on trouve notre rythme, où est-ce qu'on passe sur des temps autour, mais qu'après ça, nos temps autour restent ensemble, ça, c'est que tu es en train de faire un bon 3000 mètres. Puis, parce que quand tu perds pas de vitesse, ça veut dire que tu n'es pas aussi ta synchronisation à chaque fois que ton entrée de virage, où est-ce que tu arrives, va être similaire à ton tour suivant, où est-ce que tu as réussi à faire ton temps autour. Donc, d'avoir ce timing-là est très important pour après ça, pour amener la vitesse jusqu'à la fin. Donc, c'est de cette manière-là qu'on réussit à faire un effort à 100%. Là, on part pas le plus vite possible pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Là. C'est que, il y a une certaine possibilité que le 3000 mètres soit pas trop difficile quand tu le gères bien. C'est quand même un effort à 100%, là, on s'entend, là, mais des fois, je pars trop vite, puis après 2 tours, je suis comme, il va être dur celui-là parce que je l'ai pas bien fait. Là. Ah, mon Dieu, ça va être compliqué à gérer parce que c'est des micro-détails, là, je suis convaincu, là, dans ton effort. C'est des micro-détails, oui, absolument. Puis, je me suis entraînée pendant 4 ans avant les Jeux de Beijing. Oui. Et je considère que j'étais pas capable, au jeu encore à Beijing, de faire un effort à 100%. OK. J'étais pas capable, j'étais comme... Je suis exténuée, mais physiquement, je serais capable d'en donner plus. C'est à cause que mon aspect technique, tactique, était pas bien synchronisé encore. J'avais encore du travail à faire. Puis je trouve que c'est l'année passée que j'ai senti que là, là, je sens que je vais tout chercher. Fait que c'est quand même assez dans les petits détails. Mais je trouvais ça toujours drôle de dire non, je fais pas un effort à 100%. C'était comme, j'étais juste pas capable, tu sais, parce que je gérais pas d'autres aspects suffisamment. Mass start et 3000 mètres. Là, tu fais les deux, toi. Je fais mass start, 3000 mètres, 1500 mètres. 1500 mètres la aussi. poursuite par l'équipe. C'est vrai, c'est pareil que j'allais l'oublier, mais en niveau individuel. Mass start, c'est assez relativement nouveau pour les gens qui n'ont pas suivi le patinage de vitesse depuis quelques années. Mais ça ressemble un peu aux courtes pistes. Est-ce que tu as un certain avantage psychologique de patiner en gang comme ça? Je pense qu'il y a juste l'aspect d'être proche des gens, peut-être, qui va changer, mais sinon, c'est vraiment différent là, que qu'est-ce qu'on trouve aux courtes pistes. Évidemment, oui. Puis, mais tu sais, je pense que je suis bonne à faire cette distance-là, mais c'est de loin vraiment pas ma favorite distance. Je pense que j'ai
Je suis partie du courte-piste pour une raison, c'est que j'avais plus envie de courser contre les gens directement. Mais là, tu sais, je me retrouve dans une distance que c'est comme, c'est correct. Ben, tu fais des podiums aussi, puis au championnat du monde, je pense que tu l'as bien fait, ben oui. C'est ça, ben, je fais des podiums, justement, je trouve ça le fun quand j'en fais. Quand j'en fais pas, je trouve ça un peu plus plate, comme au championnat du monde. J'ai eu une chute, c'est comme, tu sais, c'est comme, est-ce que, dans quoi que je m'embarque, tu sais, à chaque fois. Mais là, tu mets pas ta main à terre, là, comme en courte piste, là. Au moins, c'est ça. Non, c'est ça, pas de pivot. Mais c'est ça, c'est toujours encore un petit débat intérieur, mais que, tu sais, je réussis à trouver le plaisir parce que, justement, j'aime faire des dépassements, j'aime cet aspect-là, quand même, avec les gens. Mais je me rappelle toujours que j'ai quitté le passage de vitesse courte piste pour aussi cette raison-là. Fait que je te confirme que j'ai fait le bon choix. Puis pour répondre à la question que tu n'as pas voulu poser tantôt, j'en ai pas de préféré. Je pense que j'ai adoré le courte piste. J'ai zéro regret. Je suis partie zéro regret du courte piste. C'est bon, ça. En sentant que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir dans ce sport-là. Puis c'est ce que je souhaite aussi, quitter le sport du longue piste avec le sentiment d'accomplissement. Si tu n'as pas de préféré entre le court et le long, as-tu une chose de laquelle tu es la plus fière dans ta carrière? Ben, tu sais, si je prends aujourd'hui, là, ma carrière, c'est vraiment ma transition, tu sais, d'avoir cru en moi, que j'étais capable de faire une transition, de me lancer un défi un peu dans le vide, puis de juste aller chercher les ressources. Je pense que ça, en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne, ça a été beaucoup un bon cheminement qui, je crois, peut me donner confiance aussi pour mon après-carrière. Parce que je pense que on m'a souvent dit que j'avais de la détermination puis de la persévérance, mais ça semble que des mots, mais que je pense que je l'ai compris pourquoi j'avais ça. Puis que c'est pas seulement en tant que patineuse, mais c'est aussi dans ma personnalité, dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai un objectif, je m'assure de l'atteindre parce que c'est pas juste genre je me donne un objectif là aveuglément. Tu sais, j'analyse les choses autour, puis je me dis ça va être possible. Puis je pense que j'ai un bon instinct aussi qui me dit si ça peut fonctionner ou pas. Ça a fonctionné. Tu es devenue aux derniers Olympiques la 3e seulement patineur ou patineuse médaillée en courte et en longue aux Olympiques avec Eric Flame, un Américain qui patinait contre mon père, et Ruslan Jakarov qui a gagné une médaille au même jeu d'hiver que toi, un Russe, puis qui avait une médaille à Sochi au relais en courte piste. Donc, c'est très réussi, là. Une des 3 seules personnes de l'histoire à gagner une médaille en courte et en longue piste en patin de vitesse. Wow. Ouais, j'étais surprise d'apprendre cette statistique-là après les Jeux. Je trouve ça cool. Il n'y avait pas une patineuse, là, je ne veux pas te reprendre, Laurent, t'es meilleur que moi dans les stats, mais il n'y avait pas une patineuse à Turin qui avait gagné les mêmes Jeux, longue piste et courte piste? Vérifier ça. Non, c'était vraiment ça. Il y avait une Néerlandaise, Jorien Pas à Turin, excuse-moi, à Sochi. Jorien Termos avait fini 4e à Sochi. Avait fini 4e à Pyeongchang ou 5e. Là, elle avait fait de la finale là, mais n'avait pas gagné de médaille. Puis en longue piste, c'est double championne olympique. Mais en courte piste, elle n'a jamais gagné. Mais j'étais avec elle était bonne en maudit, mais en courte piste, elle n'a jamais gagné de médaille. J'étais avec Termos quand elle avait fini dans la finale B du 1000 mètres, en fait, où est-ce qu'elle avait fini 5e, moi 6e. C'est ça, ouais. Le soir, après ça, elle allait faire le 1500 mètres, puis elle avait gagné le 1500 mètres. La même journée. C'est fou. C'est fou. On ne te souhaitera pas ça pour les prochains Jeux, un retour en courte piste et un doublé. Ça serait bien extraordinaire, mais on va oublier ça. Non. Moi, j'ai une dernière question, puis en fait, aime-toi de l'esprit. Je comprends pas, mais ça, c'est moi. Là. Je comprends pas pourquoi Valérie Maltais n'est pas plus connue que ça. Si je vais dans la rue, Valérie Maltais, je suis pas sûr que les gens, dans le public en général, te connaissent tant que ça. Peut-être le nom dit quelque chose, mais tu as tellement une grande carrière. Tu as fait les 2 sports, ça fait longtemps que tu es là, tu es inspirant, tu parles, on a le goût de t'entendre. Si j'avais une compagnie, je voudrais t'avoir comme conférencière. C'est-tu quelque chose que tu perçois ou que tu regrettes ou c'est correct comme ça? Comment tu vois cette situation-là, Valérie? J'en suis consciente, puis honnêtement, je sais pas nécessairement pourquoi. Je pense
pense que dans ma carrière en courte piste, puis ça, je le dis d'une manière très... je pense que c'est juste la réalité. Là, j'étais avec Charles Hamelin, avec Marianne Saint-Gelais. Je pense qu'il y avait cette figure un peu plus de l'avant, puis je cherchais pas à me mettre. Je pense que ça, c'est ma personnalité. Là, je cherchais pas à dire « Salut, moi aussi, je suis là. » Je prends plus... Je fais mes affaires, puis je pense que je suis bien avec ça aussi. C'est un peu par choix, un peu à la limite, peut-être. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, j'ai appris à ne... que je m'en fais pas nécessairement, mais je suis toujours à l'aise de prendre la parole, de prendre les devants quand on me l'offre. Mais je dirais que je suis peut-être pas le type de personnalité qui va juste comme foncer puis dire attention tout le monde, je suis là. Donc, je pense que c'est peut-être pour cette raison-là, mais... je te le souhaite, moi, en tout cas. Ben oui. Puis je sais que tu t'es, entre autres, impliqué à la conférence de presse pour les Jeux du Canada 2027. Puis ça a été très apprécié. Puis tu as laissé une très favorable impression aux maires, entre autres, puis aux gens du comité organisateur. Alors, j'imagine qu'on va te revoir également dans un rôle similaire. Puis c'est tellement bon d'avoir toi et Laurent pour le patinage de vitesse au Québec. Là. Autant Marianne, on l'a dit, et Charles et d'autres l'ont été en courte piste. De vous voir les deux en longue piste maintenant, avec le succès que vous connaissez, puis votre aura, votre personnalité, c'est un gros plus pour le sport, je suis convaincu. Bon, ben, c'est super gentil, merci. C'est gentil, puis on encourage la relève à nous remplacer, parce que comme Val a dit, on ne sera pas là éternellement. C'est bon. Ben là, vous partez bientôt, alors vous allez faire vos valises, vos patins à clap pour le Japon d'abord, c'est ça? Exactement. Le Japon, la première Coupe du Monde qui commence. Les championnats de 4 continents qui commencent le 15 novembre à Hachinohe, si je dis le nom correctement. Et puis à Nagano pour la première Coupe du Monde la fin de semaine suivante. Alors, Laurent, toi, tu vas nous parler en direct de ces pays-là? Exactement. On va trouver une façon de continuer le podcast, Marc. L'Internet au Japon est excellent. Là, on ne devrait pas avoir de problème. J'en suis convaincu. On en avance sur des chiffres de nuit, là. Ah, qui va faire des chiffres de nuit? C'est une bonne question de ne pas penser là, à ça. Moi, j'ai des courses, Marc. J'ai des courses. Là. Moi, il faut que je dorme. Là, il faut trouver des invités qui vont être disponibles à 3 h du matin. Ça, je comprends. Là. C'est vrai. Ben non, mais le matin au Japon, c'est le soir au Québec ou l'inverse. Là. C'est pas si pire. Sinon, Laurent, t'invites pas des patineurs ou des anciens ou... Ça, on devrait être correct. On devrait être capable de faire ça même sur place. Oui. C'est bon, ça. Bon, ben écoute, ça va être très, très passionnant, j'en suis convaincu. Bonne chance, Valérie, pour ce qui s'en vient pour toi cette année et les prochaines années. Et puis, on est vraiment content que tu aies accepté notre invitation. Alors, merci infiniment, puis bonne chance. Ben, merci à vous. C'est un honneur d'être avec vous sur votre podcast. Merci, Val. Bon. Merci beaucoup, Laurent, toi aussi. Puis écoute, on se revoit dans quelques semaines pour un autre épisode des deux côtés de la médaille. Puis ce sera quelque part en Asie. Alors, on a très hâte de t'entendre encore une fois. C'est gentil. Merci, Marc. À la prochaine. Bye-bye. Salut tout le monde. Bye.